deuxième bloc de la journée. J'ai grand plaisir à accueillir Nicolas Sabedine du Kenya, une dermatologue reconnue internationalement qui a été récompensée pour son travail dans les pays à revenus moyens et intermédiaires en Afrique. C'est un plaisir de partager avec vous cette plateforme aujourd'hui et merci, professeur, de vous joindre à nous. Soyez le bienvenu. Et nous avons nos experts internationaux qui ont été très actifs dans le chat, j'ai vu. Inutile de vous présenter, nous avons le professeur Mike Morrow de New York, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Et nous avons également Mike en tant qu'ami de la Fondation LMC, des grands spécialistes. Soyez le bienvenu parmi nous. Et Nicolas, nous avons hâte d'écouter vos deux cas et de pouvoir ensuite en discuter. Les pieds en l'air. Donc, mon premier cas concerne la grossesse dans la LMC, cas 1. Donc, nous avons ici une situation connue. Donc, nous avons des thérapies modernes. Nous en avons depuis 2001, en tout cas à ASCO Nouvelle-Orléans. Et nous avons commencé à développer les thérapies ITK. Peu de temps après, en 96, ou plus exactement 2006, nous avons commencé d'autres types de thérapies. C'était l'imatinib. Et nous avons utilisé ces agents en première et deuxième intention. Le nilotinib est disponible. Nous avons également le dasatinib. Et lorsque l'on parle de la grossesse et de la LMC, il faut parler également de l'omphaloquel et la craniosyntose. Nous savons qu'il y a des doses qui sont fatales pour le fœtus et nous essayons de les éviter dès le début chez les femmes enceintes. Donc, il faut tenir compte non seulement des effets sur la mère, mais également sur le fœtus. Nous avons traité depuis 2004 3225 patientes qui ont participé à notre programme. 90% étaient atteintes de LMC et 46% étaient des femmes de tout âge. 19 femmes enceintes ont immédiatement participé au programme de l'hôpital, mais il y a eu 4 décès maternels. Donc ici, nous avons une enseignante mariée à un enseignant qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a pas d'historique de cancer, qui n'a pas d'historique particulier. Et elle est arrivée au programme avec un para 3+0. Elle a été reçue le 21 mai 2012 dans nos locaux. L'examen physique typique avec un foie et une rate augmentée, pâleur. Et vous voyez les données pour la BMA, la BCR, l'hémoglobine, les leucocytes. Et nous avons commencé avec 400 mg d'imatinib par jour. Au bout de 3 semaines de traitement, elle a indiqué n'avoir plus ses règles.
Et nous avons découvert qu'au début du traitement, elle essayait de tomber enceinte, mais nous n'avions pas obtenu cette information très clairement. Lorsque nous l'avons revue le 16 août 2012, la rate avait augmenté. Nous étions également à un PLT de 1200. Elle n'était pas très régulière dans ses rendez-vous cliniques, donc il était très difficile de définir la date de l'accouchement. Le 19 octobre, donc après l'accouchement, nous l'avons revue, l'enfant se portait bien, mais nous avons commencé à rencontrer des problèmes dans le dosage. Nous n'avions pas encore d'ITK de deuxième génération, donc nous avons augmenté l'imatinib à 800 mg par jour. C'était ce qui était recommandé à l'époque. Cela a permis de contrôler les données, mais en mai 2018, nous avons diminué les doses et tout se passait bien. Le problème, c'est qu'elle n'était pas régulière dans ses rendez-vous médicaux. Et cela ne nous a pas permis, pardon, de suivre les choses de bien, de prendre les mesures régulièrement. On s'est rendu compte rapidement que le traitement ne fonctionnait plus en 2018. Ensuite, il y a eu la Covid et le comptage plaquettaire avait baissé à 60. Donc, on était face à de gros problèmes. En 2019, le traitement ne fonctionnait plus. Nous avons demandé un PCR qui n'a pas été fait. Et en mars 2022, curieusement, après les vaccins contre la Covid, elle a commencé à développer davantage de symptômes. Elle n'avait plus ses règles. On est passé à la dasatinib. Ici, vous avez les paramètres sanguins avec les dates. Vous voyez, au début, il semble avoir une progression positive. Mais rapidement, on voit une diminution, et c'est ce que vous voyez tout en bas en rouge. En septembre 2021, tout s'est effondré. Et en mai 2022, elle était décédée à l'hôpital. La conclusion que nous tirons de ce cas est que nous avions affaire à deux parents éduqués, ils étaient tous les deux professeurs, mais ils subissaient la pression de la communauté. La femme est tombée enceinte dans les 3 premières semaines de traitement d'imatinib. Et donc, il a fallu attendre pour voir les premiers résultats. La non-observance était réellement un vrai problème. Même si elle a tenu pendant plus de 10 ans. Mais les 2 dernières années ont été des phases de transition à haut risque jusqu'à la phase blastique qui l'a conduit à l'hôpital. Alors, nous n'avons pas trop de questions là-dessus, mais la question majeure est face à une patiente de ce type qui n'était pas respectueuse de son traitement, de la prise en charge, qu'aurions-nous pu faire de mieux? Elle est tombée enceinte au tout début du traitement à l'imatinib et ça a été très difficile de détecter cela et cela a peut-être provoqué les complications ultérieures. Merci beaucoup, Nicolas, de ce cas vraiment très intéressant et je vais tout de suite donner la parole à Michael pour vos commentaires d'experts et vos orientations d'experts. Oui, c'est un cas très triste, mais on comprend bien ce qui s'est passé. Et il y a un thème commun qui revient. Il y a la question de la grossesse et la question de l'observance. Cette femme, lorsqu'elle a été diagnostiquée,
avait prévu de construire une famille et donc il y avait un conflit. Nous, on le voit également à New York, il y a parfois un conflit comme n'importe où ailleurs dans le monde entre un projet personnel et une thérapeutique. Et c'est très difficile. Le deuxième point qui émerge ici est que face à ce diagnostic de LMC, les patients ont besoin de temps pour digérer cette information. Et peut-être qu'elle n'a pas vraiment compris. Je pense que n'importe quelle femme, où qu'elle soit dans le monde, quel que soit son niveau éducatif, ne doit pas prendre, ces traitements anticancéreux à la légère et ne doivent pas essayer, d'enfanter en même temps. Donc il faut quand même faire des tests particuliers. Et troisième point, c'est la lutte de ces jeunes familles qui vont, de difficultés de soins aux enfants, de travail, de ces jeunes femmes qui n'obtiennent pas toujours le soutien dont elles ont besoin et cela a un effet sur, la prise en charge et ça, c'est un problème qu'on le retrouve n'importe où dans le monde. Ici, à New York, un homme a eu une crise blastique, il était sous traitement antidépressif. J'ai vraiment utilisé tous les outils à ma disposition et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ce que je veux dire, c'est que fait-on face, à une femme qui est diagnostiquée LMC et qui veut tomber enceinte ou qui vient de tomber enceinte? C'est très, très difficile. Nous savons quelle sera la progression et c'est ce que nous avons vu ici. La question éducative, nous en avons, parlé tout à l'heure, lors de la première partie de notre discussion, c'est-à-dire essayer vraiment de faire en sorte qu'il y ait, une participation, du patient et faire comprendre, au patient que la grossesse n'est pas une bonne idée, essayer de gérer les effets secondaires et je pense que vous avez vraiment couvert, les éléments majeurs, c'est-à-dire les ITK. Clairement ici, il y a eu, un problème. La décénabib est également très difficile. Nous savons quels sont, les effets secondaires qui sont très durs et sur une femme enceinte, il faut faire attention et il y a quand même un certain nombre de situations où il manque des données. Donc c'est vraiment un défi que d'assurer une bonne prise en charge lorsqu'il y a des objectifs divergents, c'est-à-dire une jeune femme qui veut fonder une famille, qui subit, la pression, familiale et autres, lorsque les attentes à son égard sont élevées et la maladie par ailleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Je pense que tous les médecins ici présents, qu'ils exercent en Afrique ou dans d'autres régions du monde, rencontrent ce genre de cas. Moi aussi, ici en Tanzanie, nous avons des patientes qui veulent tomber enceintes et qui sont toujours sous imatinib. Alors, nous allons attendre encore quelques instants au cas où il y ait des questions qui soient écrites dans le chat. Mais Mike, bon, on ne peut jamais prédire ce qui va se produire. Mais je crois que dans l'ensemble, on peut dire que l'interruption du traitement lorsqu'il y a un statut inconnu de rémission moléculaire est de très haut risque pour la mère. Et vous recommanderiez toujours de continuer la grossesse ou pas? Ou bien est-ce que vous euh, pesez le pour et le contre? Parce qu'il n'y a pas un risque extrêmement élevé de défaut ou de problème avec le bébé si on continue jusqu'à la fin de la grossesse. Est-ce que j'ai bien exprimé ma question? Oui, en fait, vous voulez savoir comment on peut gérer une grossesse pour une femme qui n'est pas en rémission et qui envisage une grossesse ou pour laquelle on ne sait pas qu'elle est en rémission. Oui, le risque est élevé, effectivement. Je crois qu'avec les données enregistrées, il y a des naissances près de femmes qui ont été traitées sous imatinib pendant une grande partie de leur grossesse. Alors,
La réexposition ou la réintroduction au troisième trimestre, par exemple, de la grossesse, peut minimiser le risque de la progression chez une femme enceinte avec l'imatinib. Bon, ce n'est pas, disons, recommandé, mais on a les autorités réglementaires qui ont mis la grossesse en catégorie D. Mais c'est à la mère de peser le pour et le contre du risque pour elle-même ou pour son bébé. En fait, si on peut changer un peu de direction, dans l'idéal, on pourrait mieux parler à nos patients. On a eu la possibilité de traiter une femme qui était en bonne rémission. Et à ce moment-là, le risque pour la grossesse n'est peut-être pas aussi substantiel que cela. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour maintenir le traitement pendant qu'il y a tentative de conception. Alors, de notre côté, nous avons la technologie, on a la possibilité d'avoir euh, accès facilement à des tests sanguins, mais à également des tests de grossesse. On peut mieux identifier la situation. Ça n'est pas facile. Je ne vais pas nécessairement recommander quelqu'un de continuer de prendre les ITK parce que le premier trimestre est vraiment le plus crucial. C'est là qu'on aura les problèmes. Enfin, si une femme peut être traiter avec une rémission plus profonde et qu'on arrive mieux. Maintenant, on a des algorithmes de traitement pour les LMC. On a introduit l'objectif de grossesse. Et bon, il y a parfois une femme qui est éligible pour une interruption, qui peut interrompre le traitement et puis qui tombe enceinte. Bon, ça, c'est peut-être un conte de fées. Je sais que c'est possible, mais c'est une chance de 50% de ne pas arriver à la rémission. Donc, il faut qu'on ait un programme de secours aussi. Mais si une femme est éligible, pour l'interruption du traitement ou étant en rémission profonde, alors oui, elle peut essayer de concevoir de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Moi, j'essaie toujours de m'aligner sur les souhaits de mes patientes et j'utilise les algorithmes que nous avons à notre disposition. Alors, je vois que Daniel fait un commentaire sur l'interféron. Et là, l'un des outils que j'utilise et que je recommanderais d'utiliser pendant la grossesse, que ce soit en début de grossesse, au milieu ou à la fin, bon, on n'a pas beaucoup de données sur le tout début de la grossesse. Il peut y avoir des avortements spontanés, mais bon, ça peut être possible. Avant les ITK, c'était notre meilleur traitement pour la LMC, hein. Mais bon, on voit que l'interféron n'est pas disponible au Congo. C'est souvent limité par le coût. Parfois, vous voulez utiliser l'interféron, mais le patient n'est pas peut-être en mesure de le payer. Et puis, il y a la toxicité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tolèrent cela pendant l'ensemble de la grossesse. Il y a des effets secondaires, la fièvre, la grippe, l'inconfort. Donc parfois, ça va simplement les décourager. Oui, Nicolas, c'est vrai, on voit aussi les échos de nos collègues, hein, non, interférent n'est peut-être pas disponible partout. Ça, c'est vrai. Et ça peut, et peut y avoir des difficultés d'approvisionnement. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas commencer. Oui, mais bon, il faut avancer dans le débat ici. Bon, je sais que c'est vrai, l'interféron n'est pas disponible en Tanzanie. C'est vrai, on ne peut pas avoir cela facilement en pharmacie, mais on sait également que l'on est toujours en mesure d'importer sur une base individuelle si le patient peut se permettre le coût du traitement. À ce moment-là, on peut importer toute une série de médicaments individuellement en Tanzanie. Donc, c'est la même chose pour l'interféron chez nous. Mais l'interféron dans la grossesse, penchons-nous là-dessus. Quelle est votre expérience là, Mike, ou Daniela d'ailleurs? Est-ce très positif ou bien est-ce que c'est très difficile d'orienter la patiente vers l'interféron lorsqu'elle le veut ou lorsqu'elle est déjà en situation de grossesse? Je peux faire un commentaire. Je n'ai qu'une expérience limitée à parler franchement ici. Mike a parlé de fait que la majorité de mes patients aimeraient
tomber enceinte, mais elles sont déjà en rémission sans traitement. Donc, on peut gérer la grossesse assez bien en sécurité en interrompant le traitement. Maintenant, nous savons que la patiente peut rester sous ITK jusqu'au premier test de grossesse positif. Donc, c'est ce que l'on fait et on interrompt le traitement dès qu'on a un test de grossesse positif. On a eu 2 cas où nous avons dû recommencer l'imatinib après 17 semaines de gestation. Donc, c'était en fait pour le troisième trimestre. On a eu 2 cas où ce fut nécessaire, mais on a eu un cas euh, d'une patiente qui l'a repris, mais pour très peu de temps. Mais bon, pour une période très limitée, on a utilisé l'interféron aussi, mais ça, parce que c'était mieux toléré. Merci beaucoup. Avant que l'on ne passe au deuxième cas du professeur Nicolas, il y a une question dans le chat. À quel moment pensez-vous reprendre le traitement aux ITK chez une femme enceinte après le premier trimestre, par exemple? Quelle est la période, disons, à peu près sûre au cours de laquelle vous pouvez réintroduire les ITK? Michael? On peut faire chacun un commentaire là-dessus, mais il faut consulter les gynécologues ici pour les risques environnementaux. Le premier trimestre, euh, bon, c'est difficile, mais le deuxième trimestre, c'est à partir de là que le développement s'est bien fait et je pense qu'on peut réintroduire l'imatinib à ce moment-là. On le voit aussi sur la base des données agrégées. Il est peu probable que cela cause des difficultés au fœtus. Donc voilà ma réponse. Oui, merci beaucoup de cette réponse très claire et je vois que Daniela est d'accord avec ce que vous venez de dire. Bon, deuxième peut-être, mais en tout cas, troisième trimestre, pas de problème. Maintenant, Nicolas, votre deuxième cas, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup à nouveau. Voici le profil du risque des femmes enceintes qui sont sous traitement dans notre centre. Alors, je vais vous présenter maintenant le cas. Attendez. Le cas d'une femme d'affaires célibataire résidant dans un village situé à 50 kilomètres au nord-est de Nairobi, donc pas très loin, elle était séronégative, elle ne boit pas, elle ne fume pas au moment où elle est entrée dans le programme. Le 15 mars 2025, non, c'est pas 2025, c'est 2019, pardon. La biopsie a suggéré une LMC, le BCR-ABL était positif à 29%. Donc, le 3 avril 2017, en fait, oui, c'est ça, c'était avant. On l'a vu dans notre centre et il y a eu un diagnostic de LMC. Et à l'examen clinique, le seul signe significatif était l'hépatosplénomégalie. Euh, Pas énorme, mais significatif quand même. Donc, le 18 mars 2017, nous avons commencé un traitement sur imatinib à 400 mg par jour. Et vous voyez ici une patiente qui est dans un groupe de soutien qui comprend le traitement et les risques et qui les comprend très bien. Donc, elle a pris ses médicaments très sérieusement. Elle a donc suivi le traitement. Elle a fait les tests lorsqu'elle pouvait. Mais en février 2020, nous avons remarqué qu'elle était en rémission moléculaire profonde. En mars 2023, le 10 mars, elle est entrée dans mon cabinet et elle m'a dit qu'elle avait euh, suivi de près ses résultats et maintenant qu'elle était en rémission moléculaire profonde, elle voulait tomber enceinte. Et elle était effectivement enceinte de 3 ou 4 semaines. Nous avons donc arrêté le traitement.
Au cinquième mois, elle avait toujours arrêté le traitement, elle s'en sortait bien. On avait une date prévue d'accouchement pour décembre 2023. Elle a accouché, pas de problème de numération sanguine et elle a allaité pendant longtemps. En mars 2024, elle allaitait toujours. En juin 2024, elle allaitait encore. Et la semaine dernière, le 25 octobre, elle était en forme. Elle était toujours à l'allaitement et sa numération pathologique est parfaite. On a fait un PCR pour le BCR-ABL. Je n'ai pas vu les résultats, mais j'ai décidé à ce moment-là, euh, pendant que j'attendais les résultats du PCR, de reprendre l'imatinib. Et c'est un point qui va être discuté. Alors, est-ce que j'aurais dû commencer l'imatinib sur la base des excellents résultats que vous voyez ici, hein, son euh, schéma hématologique? Vous voyez les moments où il y a eu quelques anomalies dans son hémogramme, mais sinon, elle était en forme, les paramètres étaient très bons. Donc, cette patiente se porte bien. Les résultats BCR-ABL sont bons, je n'ai pas vu le dernier résultat, mais la conclusion, c'était qu'elle était pleinement consciente des risques liés à la grossesse, elle a pris toutes les précautions nécessaires et lorsqu'elle a décidé que le moment était venu de tomber enceinte, elle a suivi son profil de rémission. La grossesse s'est déroulée sans incident. Le profil sanguin périphérique reste inchangé. 24 mois après l'arrêt du traitement, les derniers résultats, on les attend. Alors, les questions. Est-ce que cette patiente aurait pu être une candidate de rémission sans traitement? Parce qu'on sait qu'il y a des études sur la rémission sans traitement. Bon, c'est en train d'être examiné avant publication. Est-ce que été j'ai une bonne idée de reprendre l'imatinib alors que la maman et l'enfant se portent bien? C'est une question que je voudrais poser au panel avant d'arriver à la fin. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, vous avez terminé votre présentation avec une question très claire. Alors, Mike, à vous de répondre. Pour moi, je dirais que c'est un scénario idéal. Et on peut terminer sur une note très positive dans cette conférence. Alors, la question, est-ce que cette patiente est candidate pour une rémission sans traitement et est-ce qu'il est judicieux de reprendre le traitement? Alors, d'abord, est-elle candidate pour une rémission sans traitement? Eh bien, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Potentiellement, si l'on peut conseiller à une femme de poursuivre le traitement pour arriver à une rémission moléculaire profonde et essayer de garder une synchronisation, c'est-à-dire au moment où quelqu'un est éligible pour la rémission sans traitement, elle peut arriver à une grossesse et passer à la conception, à un suivi, voir si on peut continuer ces statuts de rémission sans traitement. Et à ce moment-là, on peut avoir les deux en même temps. La réalité, c'est qu'en fait, il est très complexe pour une femme d'être d'abord stressée par son désir de grossesse, euh, la tentative de conception, tout en simultanément être stressé par les exigences de suivi lorsqu'on est dans une situation de rémission sans traitement. C'est difficile. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est une réaction tout à fait importante. Alors, la situation idéale est très rare. J'ai eu une femme qui était éligible pour une rémission sans traitement. Nous avons suivi cela de près pour 6 à 12 mois et puis on a maintenant une situation dans laquelle la rechute est improbable et à ce moment-là, on peut commencer euh, les tentatives de grossesse. Ah, ça, c'est la situation idéale. Mais obliger une femme à faire cela, c'est difficile. Donc, parfois, les programmes sont différents. Mais c'est une question intéressante en tout cas.
Moi, je suis assez conservateur, donc si une femme ne sait pas exactement, ou si je ne sais pas exactement quel est le statut de cette femme et que l'imatinib est bien toléré et que l'on se rapproche de la rémission, oui, on peut suivre l'évolution de la situation, discuter avec la patiente, voir quel serait l'impact en disant, eh bien, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Bon, moi, la rémission sans traitement, c'est la patiente qui doit prendre cette décision. C'est toujours ainsi que je vois les choses parce que euh, certaines patientes ont tout à fait la possibilité d'avoir accès à l'imatinib ou à un autre ITK et peut continuer. Il y en a beaucoup qui ne voudront pas continuer. Mais moi, j'aurais une approche conservatrice de suivi et de réouverture de la discussion. J'essaie d'être très sensible. Vous savez, moi, j'ai quand même déjà une bonne expérience. Les jeunes parents, enfin, ou les jeunes qui veulent devenir parents ont une vue assez différente de la rémission sans traitement par rapport aux adultes plus âgés, dirons-nous, parce qu'ils ont des attentes d'espérance de vue différentes et voient la vie différemment. Donc, ils sont prêts peut-être à jouer ce jeu, ce qui peut être difficile. euh, et ils ont une perspective différente, ces jeunes, ceux qui sont jeunes parents ou ceux qui souhaitent devenir parents. Et avant d'oublier, j'aimerais moi aussi remercier la Fondation internationale sur la LMC et tous ceux qui nous ont rejoints ici, parce que ça a été vraiment une conversation fantastique. Merci beaucoup de cette intervention. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos connaissances. Est-ce que l'on a d'autres commentaires ou d'autres questions sur ce deuxième cas? Oui, j'aimerais rebondir effectivement sur cette question de la rémission sans traitement. Je suis tout à fait d'accord et nous aussi, nous avons fait des recherches et des études sur certains patients qui n'étaient pas désireux de participer à nos tests. Un quart d'entre eux refusaient de participer. Nous avons dû faire des analyses multiples et on s'est rendu compte que ceux qui sont au chômage, moins, moins éduqués, handicapés et autres, étaient moins désireux de participer au programme. Nous savons qu'il y a des grands centres hématologiques dans nos pays, mais ils ne voulaient pas participer. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut toujours discuter avec le patient et que le patient doit être à l'aise avec cette discussion et que s'il n'y a pas cette adhésion, alors il faut interrompre le traitement. À mon tour de vous remercier de cette invitation et de cette formidable discussion. Vraiment, je suis très impressionnée et je suis ravie d'avoir pu participer à cette discussion. Je vous remercie. Merci à vous deux. Je ne suis pas encore prêt à vous relâcher les experts internationaux, car nous avons peut-être encore quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Mais jusqu'à présent, effectivement, ça a été formidable. Michael, je vous en prie. Nicolas, est-ce que vous pouvez répondre à votre propre question rétrospectivement? euh, Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Parce que c'est un cas formidable, celui que vous avez montré. Je l'avais envoyée faire des tests, elle allait le faire. Je n'aurais eu à attendre 15 jours avant d'obtenir les résultats et ensuite nous aurions pris une décision. Si elle était encore à un MR 1,5 ou 1,4, nous aurions pu voir les choses différemment. Voilà. Mais si j'étais à nouveau devant un cas pareil, je ne sais pas si je ferais la même chose, surtout lorsque les chiffres sont à 4,5. Oui, je comprends tout à fait. Moi-même, je donne parfois des traitements, puis je les interromps, puis je les reprends, donc je comprends tout à fait le doute.
Je dirais à Nicolas de ne pas être trop dur avec lui-même. Hein, la patiente a également sa part de responsabilité. Et les patients sont ravis quand on leur dit qu'ils n'ont pas continué le traitement. Oui, effectivement, on peut leur dire: «Écoutez, si vous voulez continuer, continuez, si vous voulez arrêter, arrêtez». Je crois que le docteur Bennett voudrait ajouter quelque chose? Bon, il y a aussi, d'autres bonnes nouvelles, dire, l'enfant est en bonne santé, tout se passe bien, donc on peut, reprendre le traitement. C'est également une approche possible, mais il n'y a pas de solution, parfaite, mais il faut envisager effectivement les 2 en parallèle. Merci. Moi, j'aimerais, souligner un aspect qui a été mentionné par, Nicolas. Faire des économies, c'est important, mais lorsque le patient obtient les médicaments par le biais de la fondation Max, c'est gratuit, mais il faut quand même payer pour le suivi moléculaire. Donc en réalité, il y a un déplacement des ressources de l'ONG vers le patient et parfois ça pose également problème et c'est peut-être, une des raisons, pour lesquelles les patients décident de ne pas rester en traitement. Nicolas? Oui? Je comprends ce que vous dites, mais en réalité, pendant les 2 premières années, le suivi est gratuit. Oh waouh! Formidable. Oliver, je pensais à l'allaitement et au moment de commencer. Quand commencer l'allaitement lorsque la patiente est sous traitement imatinib et autres? Merci de cette question. Est-ce que je peux poser cette question aux experts? C'est à vous. Vous passez, de l'ITK et de l'ITK et de l'allaitement et si c'est compatible? Écoutez, l'allaitement, c'est encore un thème important. Hier, j'ai reçu, une femme, qui me parlait de l'interféron. Lorsque la mère le prend, le fœtus le prend aussi. Il n'y a pas eu d'effet. Donc je pense que dans les nouvelles molécules, comme le nouvel interféron, on nous dit qu'il ne faut pas l'administrer. Ce que je veux dire, c'est que parfois, nous n'avons pas suffisamment de données et il faut être pratique. Et j'en reviens aux ETK. Parfois, c'est thérapeutique. Maintenant, on parle d'une ingestion orale d'une substance active et il y a des orientations qui disent qu'il ne faut pas l'allaitement. Mais d'un point de vue pratique, sur une personne en bonne santé, un bébé en bonne santé, euh, pourquoi pas, surtout si par ailleurs il y a quand même un danger de vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un équilibre difficile à trouver. Je crois que d'un point de vue pratique, il y a beaucoup de préoccupations, mais que pour les ITK, ce n'est peut-être pas toujours justifié. Personnellement, je ne recommanderais pas l'allaitement sous ITK. Je pense que c'est à éviter pour tous les ITK. Je vous en prie, allez-y. Nicolas, je vous en prie. En nous basant sur les données, nous avons suspendu le traitement. Et ensuite, on fait un suivi pendant 6 mois après l'allaitement pour que, enfin, jusqu'à ce que l'enfant puisse s'alimenter autrement. Mais si on voit qu'il y a un dérapage, eh bien, on va interrompre l'allaitement.
Et dès que l'enfant n'est plus en allaitement au sein, nous pouvons, au bout de 2 jours, introduire le traitement à nouveau. C'est la pratique que nous suivons. Mais si l'enfant est en bonne santé, il peut continuer à prendre le sein. Juste pour être clair, je ne recommande pas l'allaitement sous UTK, mais je voulais être un peu provocateur et disent que la science nous rassure plus que les craintes, bien sûr. Parfois, ce sont les mères qui ne veulent pas arrêter d'allaiter, hein. C'est un thème assez délicat, celui-ci aussi. Merci d'avoir soulevé cette question qui est également très importante. Merci, docteur Ama. Alors, nous arrivons au terme du temps imparti pour cette réunion. Une fois de plus, j'aimerais vous remercier nos 4 experts, le professeur Nicolas, le professeur Michael, la docteur Daniela et la docteur Ama. Un grand merci également à nos interprètes, Laurence et Alexandra. Je suis passée de l'une à l'autre et c'est un travail extraordinaire que vous faites. Vous traduisez en même temps, en direct, donc un grand merci à vous. Et bien entendu, un grand merci à notre public. Merci à vous tous, à tous les participants de vous être joints à nous aujourd'hui. L'ICMLF vous enverra le lien d'enregistrement de cette séance et je pense qu'au cours des prochains jours, vous recevrez également les présentations. Donc, attendez des informations et n'oubliez pas que si vous voulez aller à l'ICMLF, si vous voulez aller sur le site de l'ICMLF, c'est un centre de connaissances avec beaucoup de ressources très intéressantes. Nous vous encourageons vraiment à aller y faire un tour. Voilà, de ma part, ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie infiniment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à Lynn. Merci aux experts, merci aux participants depuis tous les continents. Et j'espère vous revoir lors de la prochaine réunion de l'ICMLF Afrique. Merci.